L'amitié, c'est un lien sacré, comme la famille. Et parfois, on se trouve face à des situations auxquelles on ne s'attend pas. Généralement, dans nos familles africaines, le père, en fait, tout ce qui concerne les secrets de famille, il ne parle pas beaucoup. Le père, il ne parle pas beaucoup. Voire pas du tout. B comme Book Club. Bonjour et bienvenue dans l'émission B comme Book Club, le talk show qui dépoussière la lecture et rassemble les lectrices afro. Je suis votre présentatrice, Riri Doua, autrice en auto-édition et en ce jour très spécial, lectrice, plus que jamais. À chaque émission, je vous propose d'aller à la rencontre d'une artiste qui joue avec les mots par passion et par amour des histoires à raconter. Nous allons embarquer dans son univers et découvrir les coulisses de son écriture. Mais avant cela, je tiens à ce que nous rendions hommage aux autrices et aux auteurs du passé. Que nous rendions hommage aux hommes et aux femmes qui ont écrit avant nous et qui nous ont indirectement inspirés à écrire aujourd'hui. La femme dont je vais vous parler, l'autrice que je vais vous présenter, est une autrice qui a écrit une œuvre qui fait systématiquement partie du top 10, du top 20, du top 10 des romans en littérature africaine. Dans ce récit dont je vais vous parler, elle présente une vision de la société, une vision des femmes du Sénégal de son époque. Il s'agit de Mariama Abba avec le roman Une si longue lettre. Dans ce roman épistolaire, on découvre les échanges de Ramatoulaye et Aïssatou. Ramatoulaye écrit des lettres à son amie Aïssatou et elle parle de sa vie. Elles ont toutes les deux vécu la même épreuve du mariage polygame. Sauf qu'Aïssatou, face à ces décisions prises par son mari, décide de s'en aller. Ramatoulaye reste. Dans ce récit, on retrouve une rétrospective de la vie de Ramatoulaye et aussi de celle d'Aïssatou et des femmes qui l'ont entourée. Elle parle de tout ce qu'elle a donné à ce compagnon, de tout ce qu'elle lui a confié, de ce qu'ils ont fait grandir ensemble, des enfants qu'ils ont élevés ensemble, et du sentiment de trahison qui est né en elle lorsque ce dernier a décidé d'épouser une seconde femme qui a l'âge de leur fille. Il s'agit vraiment d'un incontournable. Je peux vous assurer que les lettres de Ramatoulaye n'ont strictement rien à envier aux chroniques de Bridgerton. Le livre est vraiment mince, comme vous le voyez, mais il se passe tellement de choses, c'est vraiment incroyable. À propos de sentiments de trahison, l'autrice que nous accueillons aujourd'hui nous prouve que ce ne sont pas que les hommes qui trahissent. Dans son dernier roman, Ce que la vie nous offre à nouveau. Elle y dépeint des personnages sombres, mais qui ne sont pas manichéens. Dans son premier roman édité, auto-édité, Mirage, elle traite du sujet des tares du monde professionnel et elle souhaite nous montrer combien l'ambition effrénée peut être néfaste. Elle écrit tout ceci avec une plume que certains qualifient d'incisive et j'ajouterais même sans concession. Avez-vous deviné de qui il s'agit ? Je vous encourage à accueillir chaleureusement Diane Chinda. Merci, Riri. Bonjour, Riri. Oui, bonjour Diane. Oui, c'est vrai que tu m'appelles Riri, tu as l'habitude de m'appeler Riri parce qu'on s'est connus via les réseaux. Je tiens à souligner que Diane est la première personne à m'avoir soutenue lorsque j'ai lancé mon compte Instagram d'autrice. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je tiens vraiment à te remercier aussi pour ça aujourd'hui. Pas de quoi. C'était un plaisir. Oui. Alors, Diane, je commence par une question simple. Ok. Comment est né l'amour de l'écriture pour toi ? Alors, l'écriture, moi, je dirais que on s'est trouvé avec l'écriture.
Parce que moi, j'écris depuis étant toute petite, quand je faisais la classe du primaire, je crois CM2. Et j'avais l'habitude de participer à des concours d'écriture, des concours de dictée qui étaient organisés sur le plan national au Cameroun. Et donc, au fur et à mesure que je participais, c'est comme ça qu'est né mon amour pour l'écriture. Et du fait aussi que j'étais quand même parmi les lauréates dans ces concours-là. Et je me rappelle une année, j'avais participé à un concours de dictée et les lauréats devaient aller au Canada. Donc, bon, étant encore toute petite, mes parents jugeaient que j'étais encore très jeune pour quitter le nid. Donc, mais sinon, à part ça, c'est depuis toute petite. Et je me rappelle en classe de 4e aussi, j'écrivais un recueil d'histoires illustrées. Donc, je dessinais en même temps et j'écrivais à la suite. Et donc, j'avais des camarades de classe qui, à chaque fois, ils me demandaient et la suite, et la suite, et la suite. Donc, du coup, c'est ça qui me poussait aussi à écrire. Donc, ils lisaient mes histoires et ils aimaient bien. Donc, j'ai grandi avec l'écriture. Donc, c'est un peu comme ça. Ouais, C'est une très belle histoire. c'est ça. À quel moment tu t'es décidé vraiment à publier? Parce qu'il y a quand même un pas entre l'écriture pour soi, l'écriture qu'on trouve ressourçante, et le moment où on décide, ok, là j'ai envie de passer à une autre étape, je publie. Et de surcroît, en auto-édition. Donc raconte-nous ça. Ok, d'accord. Déjà, en fait, moi, je me rendais compte au fur et à mesure que je grandissais, que j'évoluais, que cette passion prenait une place assez importante. Dans la mesure où, parfois, il m'arrivait à côté de mes études, quand j'étais encore au primaire, comme j'ai dit, au collège et tout, j'avais toujours un espace où je me créais des histoires et tout. J'imaginais toujours des choses, je voulais toujours partager, en fait, ce que je vis, ce que j'observe autour de moi aux autres. Et donc, en fait, c'est né du fait que déjà, je suis partie du Cameroun, c'était en 2019. Voilà. Et donc, j'avais déjà commencé à écrire Mirage. Donc là, j'avais commencé à écrire Mirage. Et donc, du coup, au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit, au départ, c'était pas trop pour une publication ou quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure que j'écrivais, et en fait, parce que j'écrivais sur le monde professionnel, comme tu l'as si bien dit, et j'observais des choses et en même temps, je les vivais aussi. Donc, du coup, je me suis dit, mais tiens, pourquoi écrire à chaque fois et les garder pour moi? Pourquoi ne pas les partager aux autres? Peut-être quelqu'un quelque part, un jeune homme, une jeune dame quelque part, elle vit la même chose. Elle a peut-être des mêmes observations, mais du coup, elle ne sait pas peut-être comment, ou alors elle ne sait pas s'il y a quelqu'un d'autre qui vit la même chose. Donc, en fait, c'est sur cette réflexion-là que je me suis dit, ça peut aider quelqu'un de partager ce que moi je vis. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ah, il faudrait que je me lance à un moment donné. Et aussi, ça venait aussi de certaines remarques de mes sœurs, mes camarades qui me disaient, mais pourquoi tu ne le fais pas, pourquoi tu ne publies pas, pourquoi tu le gardes, voilà. Donc, c'est de là que c'était juste une confirmation en fait de l'entourage. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai décidé de faire publier Mirage. Et je l'ai fait publier ici en France, étant en France ici, que j'avais déjà commencé l'écriture depuis le Cameroun. Donc, j'ai terminé en fait l'écriture ici et j'ai fait la publication ici. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'histoire. D'accord. Alors, je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire Mirage. Ok. Ça viendra. Justement, j'aimerais savoir, parce que tu nous parles de ton expérience personnelle, de choses que tu as observées. D'ailleurs, tu précises souvent que ton genre, c'est le roman de société. Oui. Alors déjà, qu'est-ce que le roman de société? Parce que c'est un genre dont on ne parle pas beaucoup. Oui, effectivement, c'est un genre dont on ne parle pas beaucoup. Et en fait, ça, c'est un constat que j'ai fait. Donc, quand on essaie de catégoriser un peu, par exemple, romance, fantasy et tout, en fait, moi, j'arrivais pas trop à me situer exactement dans quel cadre je suis. Bon, je sais pas si le terme roman de société existe, mais moi, en fait, c'est comme ça que moi, je me positionne. En fait, s'il faut me positionner dans l'univers de la littérature, moi, je dirais que je crée des romans de société. Pourquoi? Parce que ça part, en fait, des faits de société, tout simplement, comme son nom l'indique. Ça part des choses que l'on vit. Parce que moi, je me dis, écrire sur quelque chose qu'on vit au quotidien ou alors quelque chose qu'on observe au quotidien, ça permettrait à l'autre aussi de s'identifier par rapport à un sujet en particulier.
Donc, je sais pas moi, par exemple, si on parle par exemple des violences conjugales, ça, c'est des faits, c'est ce qu'on vit, pas forcément nous, peut-être un voisin, une amie, une sœur, une tante. Donc, je me dis, en me cadrant, en fait, dans le roman de société, pour moi, c'est le moyen, je dirais, le plus approprié pour quelqu'un de s'identifier par rapport à un sujet ou un autre. Et pourquoi pas le thriller? Parce que de ce que j'ai lu, dans ce que la vie nous offre à nouveau, Oui. il y a des petits passages qui font un peu peur. Il y a des personnages, on va dire, comment les qualifier? Surprenants. Et vraiment, quand on parle de trahison, il y a vraiment des personnages hauts en couleur ici. Alors, pourquoi pas le thriller, vraiment? Pourquoi pas le thriller? Parce qu'il y a une vraie dimension thriller, quand même. Surtout dans cet ouvrage. Alors, je ne sais pas pour Mirage. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mais oui. Pourquoi pas le thriller? Bon, en fait, moi, je veux pas trop... En fait, dans le roman de société, je n'exclus pas, en fait, qu'il y ait d'autres gens qui s'insèrent, en fait, dans l'histoire. Donc, en fait, moi, je reste justement dans le roman de société, mais pas de manière carrée. Je peux inclure, comme là, par exemple, le thriller, un peu de, si je peux dire, un peu de surnaturel. Parce que voilà, il y a un peu quand même de paranormal, voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça, un mélange de tout, mais qui reste quand même ce qu'on vit au quotidien. D'accord. Oui. Et tu insistes sur le genre du roman de société parce que c'est vraiment, de ce que je comprends et de ce que tu dis, ce sont vraiment tes observations que tu essaies de... Tu essaies d'une certaine façon de piquer le lecteur, parce qu'il se passe des choses. D'ailleurs, alors je reviens sur Mirage avant de vraiment aborder ce que la vie nous offre à nouveau, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je suis curieuse, j'aimerais savoir, connaître en fait les expériences qui t'ont poussé à écrire Mirage. Quelle a été l'expérience décisive? Une expérience que tu as observée ou que tu as vécue, si c'est pas trop indiscret? Non, bien sûr. Déjà, j'aime déjà la question. Parce que, en fait, c'est parti quand j'étais encore au Cameroun. J'étais en stage dans une entreprise industrielle. Et pendant ma pause, j'avais l'habitude de discuter avec un collègue. On partageait le même bureau. Et ce jour-là, il m'a raconté une histoire. L'histoire d'un ami à lui qui avait fait une découverte troublante en fait au sein de sa famille. Il m'avait dit comme quoi son ami s'était rendu compte que son père, pour accéder au poste où il était, il a dû passer par des voies un peu obscures, un peu sombres, quoi. Donc, et du coup, son ami, il était choqué. Il s'est dit, mais il voyait son père comme un homme toujours brave, qui se battait toujours pour arriver à ses fins, mais sans pour autant imaginer qu'un jour, il pouvait utiliser la voie facile ou des voies un peu vicieuses. Donc, c'est de là que je me suis dit, ah tiens, parfois, on pense que on vit avec des gens et pourtant, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc, du coup, je me suis dit, ah, pourquoi ne pas... En fait, c'est de là qu'est parti, en fait, Mirage. Comme ça, en fait. D'accord. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et je pense que les premières lignes, elles ont commencé au bureau. Au bureau, Oui. vraiment? Oui, donc sur le lieu du crime. Oui, voilà. En quelque sorte. D'accord. C'est comme ça. Ah oui, en soi, c'est une très belle intrigue. Vraiment, j'ai ça. vraiment hâte de le lire. Tu m'as d'ailleurs déclaré qu'il était en réécriture. Oui. Alors, même si je suis en auto-édition et que j'écris, je ne savais pas qu'on pouvait réécrire un livre. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça vient du fait que... parce que je sais qu'il peut y avoir des parts conflictuelles en nous qu'on publie. Il y a toujours un moment où on doit se lancer et dire « Ok, là, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, mon taf a été fait, je publie. » Et je sais que c'est délicat parce que on peut quand même cogiter, revenir sur des moments de son écriture et se demander ce qu'on aurait pu améliorer, ce qu'on aurait pu agrémenter, etc. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi tu n'as pas, entre guillemets, lâché prise sur la question et pourquoi la décision de réécrire. D'accord. Pourquoi la décision de réécrire? Je décide de réécrire parce que on évolue, on apprend chaque jour. Et
cette décision est partie, en fait, elle a pris naissance suite à l'écriture de Ce que la vie nous offre à nouveau. Parce que entre l'écriture de Mirage et la publication de Ce que la vie nous offre à nouveau, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est-à-dire, j'ai lu d'autres livres, d'autres autrices, et je me suis rendu compte que mon style avait changé, il s'était amélioré. Et donc, je me suis dit, au regard de ce que j'ai écrit dans ce nouveau livre, et quand je regarde ce que j'ai écrit dans Mirage, il y a un gros gap, il y a un gros fossé. Donc, du coup, je me suis dit, si je peux faire mieux, pourquoi ne pas le faire? Donc, du coup, je me suis dit, je vais réécrire Mirage parce que je peux dire ce que j'ai dit dans Mirage d'une meilleure façon et avec un style un peu plus adapté par rapport à ce que j'ai appris jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est de là qu'est née, en fait, la volonté de vouloir réécrire Mirage parce qu'il mérite, en fait, d'être amélioré. D'accord. Oui, c'est ça. Et c'est pour quand la sortie? Je sais pas, peut-être d'ici la fin de l'année, pourquoi pas. D'ici la fin de l'année. D'accord. Suivez Diane pour savoir où en est la réécriture. J'ai lu Ce que la vie nous offre à nouveau. C'est très rythmé. Il se passe énormément de choses dans ce roman. Et comme je le disais un peu plus tôt, il y a des personnages surprenants. Hein, des personnages qui font des choses. Ouf. Tu abordes des sujets difficiles dans ce roman. Tu parles du blanchiment de la peau, par exemple. Tu parles de la question du deuil. Tu abordes aussi la question des amitiés qui sont parfois difficiles à maintenir dans le temps. De la toxicité avec certains membres de la famille. Et on a l'impression qu'on te lit que tu veux vraiment lever un voile sur tous les tabous. Tu parles même d'adultère, d'enfants en mariage. Est-ce que c'est ton but avec ton écriture? Quelque part, oui aussi. Parce que on ne peut pas vivre dans un monde où il y a des choses qui se passent et on fait fi de ces choses-là. Et on ferme les yeux comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien. Et moi, je veux mettre en lumière justement ces sujets-là pour que les personnes qui les subissent, les personnes qui subissent ces choses, cet art, puissent prendre conscience. Parce qu'on peut vivre quelque chose, mais ne pas savoir qu'on est en train de vivre telle ou telle chose. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, une femme qui est dans un foyer, comme c'est le cas dans ce livre, dans un foyer, le cas de Solène qui est dans un foyer toxique, voilà, qui subit des violences de la part de son fiancé. En fait, elle le voit comme si, en fait, c'est normal, c'est son fiancé, il lui donne tout, elle a une vie de rêve, la vie qu'elle a toujours menée. Donc, du coup, elle ferme les yeux sur toutes les violences qu'elle subit. C'est pas normal. Elle doit se réveiller, elle doit se prendre conscience parce que sa vie est aussi en danger. Donc, du coup, à travers ce genre de sujet, si je peux prendre seulement l'exemple de Solène, c'est pour réveiller aussi celles qui sont dans ce genre de situation et aussi parler aussi aux bourreaux, ceux qui font subir ces choses à ces personnes-là. Donc, je m'adresse en fait des deux côtés pour que l'un ou l'autre réagisse avant qu'il ne soit trop tard. C'est un peu ça. Alors, ce qui me vient quand tu exprimes ceci, alors dans le cas des violences conjugales, effectivement, le parcours de Solène est extrêmement difficile. Hein. Alors, il n'y a pas qu'elle qui souffre de difficultés dans ce récit. Donc certes, il y a cette violence conjugale, mais comment peut-on échapper à la violence quand elle vient de la famille? Parce qu'en l'occurrence, il y a une violence un peu plus insidieuse, notamment vis-à-vis de Solène. Il y a celle de sa belle famille. Oui. Il y a celle de sa mère. Et toutes ces personnes l'incitent à se blanchir la peau. Comment on peut échapper à ça? Déjà, comme j'ai dit, déjà le fait de prendre conscience, c'est déjà un début vers la guérison, de comment s'en sortir de là. Et je pense que comment s'en sortir de là, c'est en fait prendre conscience et se dire que bien qu'on appartienne à une famille, ou que ce soit la belle famille ou un foyer, c'est nous d'abord. On doit d'abord penser à nous. Qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Avant d'être dans cette famille ou alors dans ce foyer, on avait une vie avant.
Donc, au-delà de ce que les autres vont penser, oui, c'est vrai, on a nos parents qui vont toujours nous donner des conseils, on a nos sœurs, on a un peu de partout. Mais en fait, le soir, c'est toi qui te retrouves seul face à ta vie, en fait. Donc, qu'est-ce que toi, tu veux? C'est la question à se poser. Et dès que tu sauras ce que tu veux, je pense que tu mèneras les actions, tu poseras les actions qui vont aboutir à ce que tu veux. C'est ça, en fait. Ce que tu dis, c'est j'ai envie de dire primordial. Parce que dans les familles africaines, Oui. afrodescendantes, on a tendance à faire passer la famille avant tout. La famille en premier lieu. Et lorsque tu abordes la question de la toxicité, parce que pour le coup, vraiment, il y a des personnages toxiques. Vraiment, sérieusement toxiques. C'est vrai que tu montres en fait des personnages qui sont courageux et qui à terme passent le pas de la porte en fait et s'en vont. Et tu montres aussi un autre personnage que je trouve particulièrement intéressant. Il s'agit du père d'Iman. Iman qui est alors pas vraiment la protagoniste, mais l'une des protagonistes de l'histoire. Le père d'Iman qui, à un moment, fait le choix de révéler les secrets de famille, de poser les choses sur la table, de dire clairement ce qui se passe. C'est quand même une configuration qui tranche avec ce qu'on observe dans la vraie vie. Souvent, il y a toujours des secrets qui planent. Voilà. On ne sait pas trop. Et même une fois que les parents, les grands-parents sont partis, c'est fini. On ne peut plus savoir ce qui s'est passé. En quoi c'était essentiel pour toi de créer un personnage comme le père d'Iman, ici? En fait, j'ai créé ce personnage pour en fait faire comprendre aux gens que généralement dans nos familles africaines, le père, en fait, tout ce qui concerne les secrets de famille, il parle pas beaucoup. Le père, il ne parle pas beaucoup. Voire pas du tout. Voilà, presque pas même. Et moi, j'ai en fait voulu donner une autre approche en fait, comme pour dire que ne nous cantonnons pas à ce modèle de famille africaine où le père doit toujours se taire, même quand il sait qu'il y a un secret, que tant qu'il le garde, ça va toujours causer des tensions dans la famille. Non. J'ai voulu montrer cet autre côté-là, que non, à côté de ça, il y a aussi des pères qui savent en fait que dans la mesure où il va dire ce qu'il garde dans son cœur, ça pourra restaurer la cohésion au sein de sa famille. Donc en fait, ça, c'est en fait ça que je voulais montrer. Une autre facette en fait de la famille africaine qui serait, qui serait un avantage pour tout le monde en fait. C'est un peu ça. Qui serait plus soucieuse Voilà. de laisser une empreinte de vérité plutôt que de garder la chape de plomb des voilà, du semblant, du paraître, quoi, non. À un moment donné, il faut sortir ce qu'il y a à sortir. Et bon, avec un certain tact, bien sûr, mais la finalité, en fait, c'est ça qui compte. Pourquoi tu le dis? Pour que ma famille, elle soit restaurée, pour qu'elle guérisse de certaines blessures et tout. Donc, c'est un peu ça. Personnage très intéressant. Je crois que c'est mon personnage préféré, d'ailleurs. Ah. De Ce que la vie nous offre à nouveau. Et pourquoi ce titre? Ce que la vie nous offre à nouveau. Il y a quelque chose de très... Alors, il y a des passages très sombres, mais il y a quelque chose de très lumineux aussi avec ce titre. C'est un paradoxe. Effectivement. En fait, il y a quand on me pose en fait à chaque fois la question sur le titre, et je souris parce que il y a oui. Mais qui est très beau, je trouve. Oui. Bien choisi. De base, je suis pas trop de titres avec des titres longs, déjà à la base. Donc, ça veut dire qu'il a ce titre, s'il est long, ça veut dire qu'il a une particularité. Parce que, en fait, pourquoi ce titre? Parce que c'est quand j'écrivais que ce titre, il est venu. Et j'écrivais une scène, je crois, c'était dans un hôpital, il y a une scène qui se passe dans un hôpital. Et quand j'écrivais, en fait, c'était sur une réplique, en fait, d'un personnage. Et du coup, j'écrivais et cette phrase est sortie, ce que la vie nous offre à nouveau. Et bien, des jours avant, j'ai tellement cherché un titre qui pouvait correspondre à ce livre, à l'histoire qui est racontée. Et du coup, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, mais tiens, voilà, en fait, c'est ça. Comme je parle, en fait, c'est comme ça que je l'ai dit. Voilà, j'ai marqué un temps de pause et je me suis dit, mais attends, voilà le titre que je cherche, en fait.
Et en fait, c'est une réplique, ça fait partie d'une phrase sortie d'une réplique du livre. C'est-à-dire que ça t'est venu vers la fin, parce que la scène dont tu parles, je visualise très bien de quelle scène il s'agit, et c'est vraiment vers la fin. Vers la qu'on la fin. retrouve. Exactement. Et effectivement, il y a un retournement de situation. Vraiment. Allez le lire. Autre chose, tu abordes la question de l'amitié d'une façon qui est assez intéressante. Tu essaies de nous faire une proposition par rapport à l'amitié pour qu'on essaie en fait de voir si vraiment l'amitié peut résister à l'épreuve du temps. Parce que en fait, il y a 3 personnages féminins qui se connaissent depuis le lycée. Elles se retrouvent, il y en a une qui est déjà mère, l'autre qui est déjà mariée, l'autre qui a plein d'aventures professionnelles, etc. Pourquoi? Est-ce que ça vient de ta propre expérience? Est-ce que c'est des choses que tu as vécues personnellement? C'est-à-dire, enfin, pas forcément dans le récit, mais t'interroger cette interrogation, en fait, par rapport à l'amitié, parce que c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Exactement. Dans tout ce que j'écris, il y a une part de moi. Et une part de ce que j'observe autour de moi. Et l'amitié, en fait, j'observe et je me rends compte que on vient d'une famille, déjà. Quand on dit la famille, c'est le premier socle dans lequel s'épanouit un être humain. Ensuite viennent se greffer les amis, les collègues, voilà. Et donc, je me suis rendu compte que l'amitié, c'est un lien sacré, comme la famille. Et parfois, on se trouve face à des situations auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, une personne en qui tu as mis ta confiance. Si je prends le cas de Diman, qui a mis sa confiance en son amie Tamar. Elle s'est investie, elle lui a ouvert sa maison, elle lui a présenté sa famille, son petit cocon en fait. Et tu te rends compte qu'au lieu de recevoir pareil, en fait, tu te rends compte que en fait, ce sourire et tous les sourires, la complicité, c'était en fait calculé. Donc, du coup, en fait, c'est pour montrer en fait que oui, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de vraies amitiés, il y a de vraies amitiés, mais moi, je dirais, on ne sait pas toujours forcément avec qui on est, avec qui on marche. Donc, du coup, lui, profite de ton amitié à fond, mais tout en gardant un œil ouvert quand même, on ne sait pas. En fait, c'est un peu ça que j'ai voulu montrer, que dans ce monde dans lequel on vit, il y a de bonnes personnes, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément le même cœur que toi. Voilà, c'est aussi ça. Les mêmes intentions. Les mêmes intentions. C'est ça. D'accord. Alors, je vois aussi ce récit comme une façon de valoriser ce qu'est la vraie amitié. Voilà. Qu'on voit les trahisons qu'il y a. C'est aussi une façon de valoriser la vraie amitié. Et j'aimerais savoir, du coup, parce que tu dis qu'il y a vraiment une part de toi dans ce que tu écris, comme beaucoup d'écrivains, même indirectement, même si nos personnages ne lui ressemblent pas toujours, voire pas du tout. Parce qu'on retrouve dans chacun de tes personnages, parmi les femmes, des femmes courageuses, tenaces. On voit Iman qui a des difficultés gigantesques. À un moment, alors je ne veux pas vous spoiler, mais elle affronte le deuil. Bref, elle affronte le deuil. Il y a un accouchement et en même temps, elle lance un projet professionnel extrêmement ambitieux. En quoi tu te retrouves dans ces femmes? Et est-ce qu'il y a aussi des femmes de ton entourage à qui tu souhaites rendre hommage par ce récit? Bien sûr. Déjà, de prime abord, je rends un hommage à ma mère à travers ce livre. Parce que je le lui ai dédicacé à des femmes. Tu le dis au tout début. Oui. Parce que pour moi, c'est mon premier modèle déjà. J'ai vu en elle une femme de caractère, une femme battante, toujours debout, malgré ses propres difficultés à elle. Elle pensait à sa famille. Et donc, à travers ça, je lui rends un grand hommage. C'est pourquoi je mets un accent fort sur les personnages féminins, sans pour autant,
désavantager les personnages masculins. Oui, il y a de Mais très beaux sinon, personnages voilà. masculins aussi ici. En fait, c'est pour tirer un coup de chapeau à la gente féminine. Que la société a toujours cette tendance à nous donner des limites. Parce que tu es une femme, tu ne peux pas faire telle chose. Parce que tu es une femme, tu ne peux pas ci et ça. Donc, à travers ça aussi, j'essaie de valoriser les femmes que nous sommes. Et aussi, moi étant femme, je pense que je suis mieux placée pour exposer des sujets qui touchent à la gente féminine. Donc, c'est un peu ça. Tu le fais avec brio. Vraiment. Merci. Vraiment. Et des sujets de société. Alors, oui, d'ailleurs, à propos de sujets de société, on parle d'empoisonnement à un moment. Le fameux, alors, mythe ou pas mythe d'empoisonnement, parce qu'on entend souvent ça. Lorsque quelqu'un est mort d'une cause inexplicable, inexpliquée, que personne ne sait, oui, un tel a été empoisonné, je suis sûre qu'il a été empoisonné, etc. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, il faut qu'on arrête avec ces histoires d'empoisonnement et qu'on pose les vraies questions aussi sur d'autres sujets qui ramènent aussi au sujet de société, hein. Parfois, par rapport à ce qu'on mange, au mode de vie, enfin, à plein de sujets, parce que c'est-à-dire que il n'y a pas que des questions d'empoisonnement qui sont en jeu parfois. Parfois, ce sont d'autres sujets. Mais on préfère toujours laisser planer cette histoire d'empoisonnement. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Par rapport à l'empoisonnement, comme j'ai dit, je reste en fait sur le fait que, oui, c'est vrai, ça peut venir du fait de ce qu'on mange, ça peut venir de nos habitudes alimentaires, mais aussi, en fait, c'est une réalité. L'empoisonnement, c'est une réalité. Et ça relève aussi de ce côté où des personnes ne veulent pas forcément ne se réjouissent pas forcément de ton bonheur. Ils ne partagent pas forcément ton bonheur. Donc, ça peut être l'empoisonnement comme ça peut être autre chose. Mais moi, j'ai voulu mettre l'emphase sur l'empoisonnement parce que, justement, on cherche parfois à se dire non, c'est pas possible, mais ça existe en fait, c'est une réalité dans notre société africaine. J'insiste là-dessus. Donc, moi, comme j'ai dit, je veux pas fermer les gens en fait sur ce qui se passe. C'est ça, et si c'est l'empoisonnement, ce sera pas l'empoisonnement, hein, que quelqu'un va te faire du mal ou alors quelqu'un va utiliser d'autres voies et moyens. Mais ça fait partie d'un de ces moyens-là. Et tu démontres aussi parfois que le pire empoisonnement, ce sont aussi les paroles, hein, Voilà. des personnes les plus proches de soi. Tu nous as parlé de ta mère tout à l'heure. J'ai appris avec un peu de peine qu'elle nous a quittés. Qu'est-ce qu'elle dirait de ton écriture si elle avait l'occasion de... Déjà, elle a lu Mirage. Elle a lu une partie de Mirage et son retour n'a été que positif. Donc, je pense qu'elle aurait fait pareil sur le deuxième. Elle aurait aimé le fait que je montre des dames de valeur, des femmes courageuses à travers mes personnages. Et de voir qu'aussi à travers ça, ça pourrait aussi rendre d'autres femmes plus courageuses qu'elles ne le sont déjà. Donc, je pense que elle aurait bien accueilli. C'est super beau. Merci. Alors, Diane, j'ai cru comprendre que tu nous as préparé un passage. Oui. Est-ce que tu peux nous le lire? Bien sûr. Plusieurs fois, Solem avait voulu le quitter et comme si une force l'en empêchait, elle se retrouvait toujours sous les draps avec lui et ne parvenait jamais à franchir le seuil du portail. Elle mourait à petit feu. Chaque jour, elle pâlissait et fanait un peu plus, telle une fleur laissée pour compte à la merci de la saison sèche. Sa peau archivait les cicatrices de chaque injection de glutathion qui rappelait à son grand dame le rejet de ses racines. Comme si cela ne suffisait pas, elle avait été victime d'une fausse couche, sûrement la résultante des nombreuses bastonnades que lui infligeait son fiancé. Et c'est dans les bras de Malik qu'elle était parvenue à effacer, en une seule nuit, l'enfer dans lequel elle vivait. Depuis lors, elle regrettait ses erreurs du passé, elle regrettait de s'être enfermée dans cette vie malheureuse. Malik demeura bouche bée, le récit de Solem lui glaçait le dos. Comment en était-elle arrivée là?
Nil, l'agneau sans tache, se révélait être le méchant loup et Solem, le chaperon rouge. Ironie de la vie. Merci pour ce passage. J'espère que ça vous donne envie. En tout cas, c'était une super lecture, j'ai adoré. Merci. J'ai passé un très bon moment. On passe à la suite de notre interview. Ok. Avec le Bifast. Le Bifast, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de propositions interrogatives que je vais te lancer très 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 rapidement. D'accord. Le but, c'est que tu sois spontané. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Cela permettra à notre public de te découvrir. J'ai cru comprendre que tu aimais beaucoup la gastronomie. Oui. D'ailleurs, dans ce que la vie nous offre à nouveau, Iman, qui est un personnage fort du récit, ouvre un restaurant. Et tu nous parles de plein de plats qui nous font saliver. Le thème de ton Bifast, c'est la galaxie gastronomique. D'accord. Es-tu prête? Oui, je suis prête. 3, 2, 1, on y va. Le meilleur plat pour des retrouvailles entre amis. Du tchéboudienne. Le meilleur plat pour un deuxième date. Du riz gras au poisson. Le meilleur plat à déguster en famille. Tchéboudienne. Le meilleur plat pour un mariage. Pour un mariage. Tic-tac, tic-tac. Ça me vient pas. T'as pas d'idée? Ok, on passe. Le meilleur plat pour un déjeuner d'affaires. Du poisson brisé. Ton plat préféré? Oui. C'est ton plat Ah, mon préféré, plat toi? préféré. Du coup, oui. C'est du macabre râpé avec de la sauce d'arachide. Le plat que tu cuisines le mieux. Le ragoût de haricots rouges. Le plat le plus difficile que tu aies eu à préparer. Du taro à la sauce jaune. Le meilleur resto où tu t'es rendu. J'ai pas le nom en tête, mais... C'est pas grave, on passe. Ton meilleur dessert. Gâteau au chocolat. Piment ou mélange sucré-salé. Piment. Poisson ou viande. Poisson. Resto chic ou food truck. Food truck. Entrée ou dessert. Dessert. Le plat incontournable de l'Afrique de l'Ouest, selon toi. Un plat incontournable. Tu risques de faire des jaloux, attention. Un plat incontournable de l'Afrique de l'Ouest. En fait, je vois les images, mais... C'est pas grave, on passe. Le plat le plus atypique que tu aies mangé. C'était un plat éthiopien. En fait, c'est à base d'une semoule sur lequel il y avait de la viande crue avec des légumes. Le nom, il me vient pas. Du dorowat. Oui, dorowat éthiopien. Le meilleur plat à intégrer dans une scène de thriller. Ah, ta question. Je peux passer si tu veux. Non, je sais. Pense à ton personnage Iman et complète ce qui suit. Mettre les petits plats dans les grands. Pense à ton personnage Tamar et complète ce qui suit. La vengeance est un plat qui se mange. Foie. Et dernière question, ce que tu nous cuisines pour ta prochaine sortie littéraire. Plein de choses. Déjà, Mirage en écriture. Voilà. Oui. Tu veux savoir s'il y a des... Oui, s'il y a autre chose, on ne sait jamais. Ah, comme actualité? Oui, ben déjà, Mirage, c'est une très belle actualité. Ah, oui, déjà, oui. Qui sort... Voilà, ça sort bientôt, si tout se passe bien, d'ici la fin de l'année. D'accord. Voilà. Et bon, là, actuellement, je suis sur un autre projet. Je suis sur un projet qui avance plutôt bien pour le moment. Des indices, qu'est-ce que... Sur quoi? Bon, c'est autour de tout ce qui est tradition. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sa culture. Moi, je suis originaire du Cameroun. Donc, j'aime bien connaître d'où je viens, comment ça se passe dans notre culture, les us et coutumes.
Donc, en fait, c'est un livre qui va parler des traditions d'une région au Cameroun, la région de l'Ouest Cameroun, la région de laquelle je suis originaire. Donc, c'est un peu ça, faire connaître le Cameroun autrement. Ah, super. Voilà. On a hâte ici. Et du coup, on te retrouve où? Instagram, tu as un site, dis-nous tout. Où on te retrouve, où on peut acheter ce que la vie nous offre à nouveau. D'accord. Voilà, dis-nous. Le livre, il est disponible sur la Fnac en version brochée et e-book. Pareil sur Amazon, sur Cultura, sur BOD aussi. Ok. Et voilà, je pense que c'est les plateformes sur lesquelles on peut trouver le livre. Merci beaucoup, Diane. Merci à toi. Vraiment super. Alors, les amis, nous arrivons à la fin. Si vous désirez connaître, alors j'imagine que oui, on vous a mis l'eau à la bouche là maintenant, pour savoir quand sortiront les prochaines émissions, vous pouvez cliquer sur la cloche pour pouvoir faire partie du public. Pour les prochaines sessions, vous pouvez vous enregistrer via le lien en description. Aussi, je tiens à remercier l'équipe sans laquelle rien de ceci ne serait possible. Merci à Mickaël, merci à Ludwig, merci à Estelle, merci à Cissé. Vraiment, merci à l'équipe, merci au public. Vraiment, vous pouvez vous applaudir. Je suis aussi autrice, donc vous pouvez découvrir mon tout premier roman. C'est une trilogie, donc le premier tome du book club Les secrets qui nous trahissent, avec une ambiance thriller, girly, sur Amazon. Et le mot de la fin, sans création, il n'y a pas de culture. Vraiment, sans création, il n'y a pas de culture. C'est notre humanité qui nous permet de vivre intensément la culture, et c'est la culture qui nous recentre dans notre humanité. Alors soutenons ce mouvement vertueux, soutenons la création. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de vivre de merveilleuses aventures littéraires. À très bientôt!